La salle des serveurs était plongée dans un silence de mort quand je suis entré ce lundi matin, et c'est à cet instant précis que j'ai su que la société logistique Construction Sud-Ouest allait droit dans le mur. Pendant 12 ans, cette pièce avait été ma seconde maison, l'endroit où je maintenais le cœur financier de 12 000 ouvriers du bâtiment répartis sur toute la France. Je m'appelle Marc Lefebvre, j'ai 54 ans, et en tant qu'architecte principal de base de données, je gère toute l'infrastructure de la paix. Si mes serveurs SQL s'arrêtent de tourner, 12 000 gars de Toulouse à Lille ne sont pas payés. Et quand un ouvrier qui coule du béton sous une chaleur de 35 degrés n'est pas payé, il ne se contente pas de râler. Il gare son bulldozer, quitte le chantier, et c'est tout un projet de plusieurs millions d'euros qui s'arrête net. Mais les nouveaux cadres en costume de la direction ne comprenaient pas cela. Ils pensaient que la paix consistait simplement à entrer des chiffres dans un tableau Excel. Et Bastien Morel, notre nouveau vice-président des opérations, allait apprendre une leçon très coûteuse. Laissez-moi vous dire une chose sur la paix dans le secteur du bâtiment. Ce n'est pas comme faire des calculs pour des employés de bureau assis dans des boxes climatisées. Ces gars-là sont sur le terrain, dans la boue, dans le froid glacial ou sous un soleil de plomb. Ils grimpent à 20 étages sur des poutres en acier par grand vent. Ils coulent du béton à Marseille quand le thermomètre affiche 40 degrés. Ils font des journées de 14 heures lors des réparations d'urgence après une tempête quand les gens attendent le retour de l'électricité. Ils méritent chaque centime qu'ils gagnent, et ils méritent de le recevoir à l'heure. Le système que je gère n'est pas une application cloud élégante et jolie qu'on voit dans les brochures de vente. C'est une bête construite sur d'anciennes bases de données SQL, des scripts personnalisés et 12 ans de correctifs que j'ai appliqués avec la précision d'un mécanicien de génie entretenant une voiture de collection. Je connais chaque requête, chaque déclencheur et chaque point de défaillance potentiel. Quand les réglementations sur les salaires ont changé l'année dernière, j'ai réécrit le moteur de calcul en 3 jours. Quand les exigences de déclaration sociale nominative ont été mises à jour, j'ai construit le module de conformité à partir de zéro en buvant du café noir et en écoutant du rock classique à 3 heures du matin. C'est incroyablement complexe. Essayez de calculer les heures supplémentaires pour une équipe qui commence la semaine sur un projet public à Bordeaux le lundi, part sur un chantier autoroutier vers Lyon le mercredi et termine la semaine sur une construction commerciale à Montpellier. Chaque région peut avoir des spécificités, des paniers repas différents, des zones de déplacement variées. Il faut prendre en compte les retenues pour la location de matériel, les primes de risque pour le travail à proximité de matières dangereuses et la conformité aux conventions collectives du BTP. Une seule erreur de calcul et l'inspection du travail peut débarquer pour auditer toute l'entreprise, vous infligeant des millions d'euros d'amende. Mais la direction ne se souciait pas de cette complexité. Il ne voyait qu'une vieille base de données et un cadre senior avec un salaire confortable. Il y a 3 mois, notre entreprise a été rachetée par le groupe Morel. Bastien Morel, le fils du propriétaire, a été nommé vice-président. Bastien a 42 ans, porte des costumes de créateurs impeccables sur des chantiers poussiéreux et refuse de sortir de son SUV climatisé. Il a obtenu son diplôme dans une grande école de commerce et croit sincèrement que chaque problème opérationnel peut être résolu avec une présentation PowerPoint, des listes à puces et des mots à la mode comme transformation digitale. Il n'a jamais mis les pieds sur un vrai chantier, n'a jamais calculé d'heures supplémentaires et n'a jamais eu à regarder un ouvrier dans les yeux pour lui expliquer pourquoi le loyer de sa famille n'a pas pu être payé à cause d'une erreur informatique. La réunion a eu lieu un mardi. Bastien m'a convoqué dans son bureau avec Sandrine Perrin des ressources humaines. Sandrine est une femme assez sympathique, mais elle a toujours préféré faire profil bas pour protéger sa carrière. Elle avait ce regard nerveux qui me disait qu'une mauvaise nouvelle arrivait. Le bureau de Bastien était impeccable, avec un bureau en verre, des chaises en cuir moderne et une vue sur le parc d'engins de chantier qu'il ne regardait jamais. Il m'a fait attendre 5 minutes pendant qu'il tapotait sur sa tablette, faisant semblant de terminer une tâche critique. « Marc », a dit Bastien en posant enfin sa tablette. « Nous restructurons nos opérations logistiques et informatiques pour passer à un modèle agile afin d'éliminer les doublons. » Je me suis adossé à ma chaise. Qu'est-ce que cela signifie pour notre base de données de paix ? C'est là que Chloé intervient, a dit Bastien avec un sourire suffisant. Il a ouvert la porte et Chloé Morel est entrée. C'est la nièce de Bastien, elle a 25 ans. Elle venait d'obtenir son diplôme et tenait son iPad comme si elle détenait les réponses à tous les problèmes de l'univers. Dans le monde des grandes entreprises, les liens du sang l'emportent toujours sur la compétence réelle. J'avais déjà vu cela arriver, mais je pensais que notre système de paix était trop critique pour que Bastien joue à ce jeu-là.
Je me trompais. Bonjour Marc, a dit Chloé en me serrant brièvement la main. J'ai analysé vos flux de travail. C'est très complet, mais extrêmement obsolète. C'est trop manuel, et nous pouvons facilement simplifier tout cela. Simplifier comment? Ai-je demandé. Chloé a posé son iPad sur le bureau en verre et a commencé à faire défiler des diapositives. J'ai construit une solution de paie moderne en utilisant Excel. C'est entièrement partagé sur le cloud, intuitif, et cela gère tous les calculs que vous faites actuellement avec vos bases de données SQL. Je l'ai regardé fixement. Excel? Vous voulez gérer la paie de 12 000 ouvriers du bâtiment sur plusieurs régions avec un simple tableur? Ce n'est pas juste un tableur, a répondu Chloé d'un ton sec. Il utilise des tableaux croisés dynamiques complexes, des mises en forme conditionnelles et des macros personnalisés. C'est essentiellement une base de données, mais beaucoup plus conviviale. Convivial est le terme de l'entreprise pour désigner un système qui est joli jusqu'à ce qu'il plante, et alors personne ne sait comment le réparer parce que le code est caché sous des couches de couleurs. C'est une plaisanterie? J'ai regardé Bastien. C'est de l'efficacité opérationnelle, Marc, a dit Bastien en s'appuyant contre son siège. Le modèle Excel de Chloé va réduire nos frais informatiques de 40% et accélérer le reporting. Ce qu'il voulait dire en réalité, c'est qu'il pouvait se débarrasser de moi, payer Chloé une fraction de mon salaire et passer pour des héros auprès du conseil d'administration. Je connaissais le scénario par cœur. Un jeune diplômé trop confiant promet un miracle avec un tableur, l'expert senior est licencié, et quelques mois plus tard, l'entreprise le supplie de revenir pour réparer les dégâts. Notre prochain cycle de paie est vendredi, ai-je dit en gardant une voix calme. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Si vous allez changer de système, vous devez savoir à quoi vous vous attaquez. Ce n'est pas juste de l'arithmétique simple. Nous avons des paliers de cotisation sociale, des différences entre les syndicats, le suivi de la location de matériel et des retenues fiscales multirégionales. Chloé a souri avec condescendance. J'ai construit des tables de correspondance pour tout cela, Marc. Tout est automatisé dans le classeur. J'ai secoué la tête. La base de données des salaires du BTP contient des centaines de classifications de postes. Les contrats ont des règles d'heures supplémentaires qui feraient tourner la tête à un avocat d'affaires. Certaines équipes bénéficient d'une majoration de 100% après 10 heures, mais seulement si elles travaillent sur des projets d'infrastructures publiques spécifiques. Si vous vous trompez dans ces chiffres, l'URSSAF nous tombera dessus. Nous avons des protocoles de gestion des risques, a dit Bastien d'un geste de la main méprisant. Le modèle de Chloé intègre une vérification d'erreur. Une vérification d'erreur dans Excel. J'avais envie de rire. Comme si une formule de tableur allait détecter quand un chef de chantier à Toulouse saisit mal des données et que la table de correspondance tire le mauvais taux de salaire pour 50 gars. Marc, a dit Sandrine Perrin des ressources humaines, nous avons besoin que vous fournissiez à Chloé tous les mots de passe, les accès administrateurs et la documentation du système d'ici demain matin. La plupart de mes scripts sont personnalisés, leur ai-je dit. La vraie documentation est dans ma tête. Je sais que l'horloge de l'entrepôt de Lyon enregistre les entrées en double après 23 heures le mercredi quand la charge du réseau augmente. Je sais que les équipes de bétonnage ont une clause de pénalité de pause repas qui n'est pas écrite dans le manuel standard mais qui doit être calculée manuellement. Chloé ne sait rien de tout cela. Nous nous débrouillerons, a dit Bastien. Votre dernier jour sera vendredi, après le traitement de la paie. Sandrine préparera votre solde de tout compte d'ici là. Je me suis levé. J'ai regardé Chloé. Un seul conseil. Quand le système échouera, et il échouera, ne paniquez pas. Rappelez-vous simplement que 12 000 familles comptent sur ces fiches de paie pour faire leurs courses. Cela pourrait vous aider à rester concentré. Elle n'a même pas levé les yeux de son iPad. Elle pensait que ce n'était que des chiffres sur un écran. Je suis sorti du bureau, sachant que parfois, la seule façon pour les gens d'apprendre est de se brûler eux-mêmes. Les 3 jours suivants ont été comme regarder un accident de train au ralenti. J'ai passé mercredi et jeudi à faire exactement ce qu'ils demandaient, en créant des guides d'utilisation et en écrivant des instructions étape par étape. Mais on ne peut pas mettre par écrit 12 ans de connaissances institutionnelles. On ne peut pas documenter le pressentiment que l'on a quand une requête prend 2 secondes de trop, ou l'instinct qui dit de revérifier un calcul syndical parce que les chiffres semblent un peu trop ronds. Chloé m'a suivi pendant ces 2 jours,
tapotant sur son iPad et posant des questions qui m'ont fait réaliser qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce qu'elle reprenait. Pourquoi vérifiez-vous manuellement les classifications de salaire de la région Occitanie? M'a-t-elle demandé mercredi matin alors que je passais en revue les contrôles prépaid. Parce que la base de données régionale comporte des erreurs depuis 2019, ai-je expliqué. Le flux officiel affiche les bons taux de salaire, mais environ 3% des classifications renvoient des codes de département incorrects. Si on ne le détecte pas pour le corriger manuellement dans le SQL, les gars qui travaillent à Toulouse sont payés au tarif de la Creuse. C'est une différence énorme sur la fiche de paie. S'ils sont sous-payés, le syndicat appelle. S'ils sont surpayés, l'entreprise perd de l'argent et viole les règles d'audit. Ne pouvons-nous pas simplement écrire un script pour corriger leur base de données? A-t-elle demandé en fronçant les sourcils. Non, Chloé, ai-je dit. C'est un système d'État. Nous ne le possédons pas. Nous devons simplement contourner leurs bugs. Elle a tapoté son écran. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'elle avait écrit « Problème de base de données d'État résolu ». Elle pensait vraiment pouvoir résoudre un problème informatique gouvernemental avec une liste à puces sur son iPad. Jeudi après-midi, Chloé se sentait assez confiante pour commencer à importer les données réelles de la paie dans son modèle Excel. Je me suis assis et j'ai regardé pendant qu'elle téléchargeait les journaux de pointage brut de nos 47 chantiers différents. Au moment où elle a cliqué sur Importer, son ordinateur portable haut de gamme a commencé à hurler. Le ventilateur de refroidissement siffle et l'écran est devenu gris, affichant la roue de chargement de la mort. C'est juste le volume de données en cours de traitement, a-t-elle dit en cliquant frénétiquement sur Rafraîchir. Je voyais ce qui se passait. Ces formules de recherche frappaient des références circulaires parce qu'elles ne comprenaient pas comment les calculs de salaire s'enchaînent. Quand vous avez des réglementations nationales, régionales et locales qui s'appliquent toutes au même projet, vous ne pouvez pas simplement utiliser une fonction de base. Il faut une logique conditionnelle qui vérifie plusieurs critères dans une séquence spécifique. Chloé, ai-je dit doucement, vous devriez peut-être tester ce classeur sur un échantillon plus petit d'abord. Essayez avec une seule équipe de 10 gars. Ça ira, a-t-elle répondu, bien que je puisse entendre les premiers signes de panique dans sa voix alors que l'utilisation de la mémoire de son ordinateur montait à 98% et que le tableur se figeait complètement. Vendredi matin est arrivé, et c'était l'heure du passage de relais officiel. Chloé est arrivée tôt, dopée à la caféine et essayant de projeter la confiance nerveuse d'un pilote débutant avant sa première course. Prêt à entrer dans l'histoire? A-t-elle demandé en installant son ordinateur sur mon poste de travail. J'ai passé la matinée à emballer mes affaires personnelles dans un carton. Ma tasse de café, une photo encadrée de ma vieille moto, et une bouteille de bon cognac que je gardais dans le tiroir du bas pour les urgences. J'ai regardé la bouteille, puis je l'ai laissée sur le bureau. Quelque chose me disait qu'ils en auraient bien plus besoin que moi. Leur limite de la banque pour nos virements est exactement midi, lui ai-je rappelé en fermant mon carton. Si le fichier n'est pas téléchargé et approuvé par la banque à midi pile, 12 000 gars ne seront pas payés avant lundi. Je sais, Marc, a-t-elle dit, les yeux rivés sur son écran où Excel broyait les données comme une déchiqueteuse essayant d'avaler un poteau téléphonique. J'ai marché vers la porte, puis je me suis arrêté. Chloé, une dernière chose. Quand ce tableur partira en vrille, et il le fera, n'essayez pas de le réparer en relançant la macro d'importation. Chaque fois que vous relancez sans vider les tables de transit, vous allez créer des doublons dans le système. Corrigez d'abord l'erreur de base de données, puis relancez. Elle n'écoutait pas. Elle fixait un écran qui affichait maintenant des codes d'erreur dans environ 4000 cellules. Sandrine Perrin m'a rejoint devant les ascenseurs du hall. Elle m'a conduit au poste de sécurité où Denis Gauthier, notre chef de la sécurité, m'attendait. Denis est un gars solide, un ancien militaire de 50 ans qui sait ce que signifie garder un périmètre sécurisé. Désolé de te voir partir, Marc, a dit Denis en me tendant les formulaires de remise de badge. Tout cela me semble anormal. C'est juste de la logistique d'entreprise, Denis, ai-je dit en signant les papiers. De la mauvaise logistique, mais c'est leur problème maintenant. Je suis sorti sur le parking, j'ai jeté mon carton sur le siège passager de ma voiture et je suis parti. J'ai baissé les vitres, mis la radio et pris une grande inspiration. Pour la première fois en 12 ans, je n'avais pas à m'inquiéter de la paix du vendredi. J'aurais dû être en colère d'être remplacé par une jeune de 25 ans avec un tableur, mais je me sentais surtout comme un spectateur regardant une démolition au ralenti.
Mon téléphone a commencé à vibrer à 10h30 précise. C'était un message de Julien Faure, l'un de nos techniciens informatiques. Marc, le tableur de Chloé sort des chiffres délirants. Mon journal d'heures supplémentaires dit que j'ai travaillé moins 14 heures la semaine dernière. 10 minutes plus tard, un message est arrivé de Hossein Belkacem, un chef de chantier à Marseille. Marc, mes gars regardent le portail employé. L'aperçu de la fiche de paie dit que je gagne 847 € de l'heure comme finisseur de béton. J'adore mon boulot, mais là, il y a un truc qui cloche. À 11 heures, mon téléphone sonnait et vibrait sans arrêt. Des ouvriers de tout le pays voyaient leurs aperçus de fiches de paie électroniques, et les chiffres étaient un chaos pur. Les numéros d'identification des employés avaient été associés aux colonnes des numéros de sécurité sociale. Les numéros de sécurité sociale étaient traités comme des taux de salaire horaire. Des grutiers apparaissaient comme des stagiaires de bureau, et des manœuvres étaient répertoriées comme vice-présidents exécutifs. Le meilleur message était une capture d'écran de Hossein montrant la fiche de paie d'un conducteur de bétonnière. Le gars avait prétendument travaillé 2847 heures en une seule semaine, et son salaire net était calculé à 12 000 €. Je savais exactement ce que Chloé avait fait. Lors de son importation de données, elle avait mal aligné les colonnes. Excel multipliait les chiffres de sécurité sociale par les taux d'heures supplémentaires. Mais la vraie tempête était encore à venir. Les fiches de paie brouillées n'étaient que des avertissements. La vraie dévastation se produirait à midi quand les systèmes automatisés de la banque tenteraient de traiter le fichier de virement électronique. À 11h45, mon téléphone a sonné. C'était Sandrine Perrin. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Marc, a dit Sandrine, la voix serrée par la panique. Nous avons un problème. La banque conteste le fichier de paie. Je me suis adossé à mon canapé. Ah bon? Quel semble être le problème? Selon le modèle de Chloé, nous devons à l'État 2,3 millions € de cotisations sociales pour cette semaine seulement, mais nous n'avons collecté que 180 000 € sur les salaires. Les chiffres ne correspondent pas. Et la banque signale des anomalies extrêmes. Ils veulent savoir pourquoi nous essayons de verser 47 000 € à un ouvrier à Lyon tout en déduisant 23 000 € de la fiche de paie d'un grutier à Bordeaux. J'ai pris une gorgée de café. Je vous avais prévenu. La paie dans le bâtiment a des dépendances complexes. Chloé a-t-elle relancé le script d'importation sans vider les tables de transit? Oui, comment le savez-vous? A soufflé Sandrine. Parce que j'ai passé 12 ans à construire les bases de données qu'elle a essayé de contourner, ai-je dit. Les formules de Chloé récupèrent des enregistrements en double et multiplient les taux de taxation de manière exponentielle. Qu'est-ce qu'on fait? A demandé Sandrine. Bastien est en réunion avec son père toute la matinée, et Chloé dit qu'elle peut corriger les macros en 10 minutes. Sandrine, ai-je dit, en restant froid et professionnel. Vous devez dire à Bastien d'annuler ses réunions. Selon le Code du travail, ne pas payer les employés à la date prévue rend l'entreprise immédiatement responsable et passible de dommages et intérêts. De plus, nos projets autoroutiers sont financés par des fonds publics. Si vous soumettez un fichier de paie frauduleux ou inexact, l'État peut suspendre nos contrats immédiatement. Vous risquez un audit complet et un gel total des opérations. Il y a eu un long silence. Je pouvais entendre la respiration rapide de Sandrine. Je vais parler à Bastien, a-t-elle chuchoté avant de raccrocher. À 14 heures, le siège social de Logistique Construction Sud-Ouest était plongé dans un chaos total. La banque n'avait pas seulement contesté le fichier, elle l'avait officiellement rejeté. Les protocoles de sécurité bancaire avaient marqué l'opération comme une cyberattaque suspecte en raison du volume massif d'erreurs de routage et de montants de paiement impossibles. Le portail numérique des employés a planté complètement sous le trafic de 12 000 ouvriers furieux essayant de comprendre pourquoi leur salaire n'était pas arrivé. Puis le syndicat s'en est mêlé. Hervé Collin, le chef du syndicat du bâtiment, représente ses équipes depuis 20 ans. Hervé est un ancien monteur en acier de 55 ans. Il est bâti comme un mur de briques et a une voix qui peut couvrir le rugissement d'un moteur diesel. Quand ses ouvriers ne sont pas payés, Hervé n'écrit pas de lettres. Il bloque les chantiers. À 15 heures, Julien Faure m'a envoyé un lien vidéo. Hervé Collin se tenait sur le plateau d'un camion garé juste devant notre siège social. Il avait un mégaphone dans une main et une copie de la convention collective dans l'autre. Derrière lui, des dizaines de camions bennes et de bétonnières bloquaient les entrées.
Si cette boîte n'est pas foutue de gérer une base de données pour payer les hommes qui construisent ce pays, hurlait la voix d'Hervé à travers le haut-parleur de mon téléphone, alors nous ne poserons plus une seule brique pour eux. Pas de paye, pas de travail. C'était une grève sauvage, et elle s'est propagée comme une traînée de poudre. Les centrales à béton de Toulouse ont fermé en premier. À 15h30, les équipes de l'autoroute vers Lyon avaient garé leurs excavatrices. À 16h, tous les chantiers de la société dans tout le pays étaient silencieux. 12 000 ouvriers avaient débrayé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Chloé s'est enfermée dans la salle de conférence, m'a écrit Julien. Elle pleure et tape sur son ordinateur, mais chaque fois qu'elle change une formule, cela déclenche des erreurs de référence circulaire et recalcule tout le classeur, modifiant des cellules au hasard. Quelques minutes plus tard, Denis Gauthier m'a envoyé un message. Bastien Morel est dans la salle informatique en train de hurler sur les techniciens. Il voulait qu'il restaure une sauvegarde de la base de données SQL de jeudi matin. Mais l'informatique lui a dit que lorsque Chloé a essayé d'écraser les tables, elle a contourné les journaux de transactions et supprimé les données brutes de transit. Le serveur SQL n'a plus aucune trace des pointages de cette semaine. J'ai dû rire. Chloé avait commis l'erreur de débutant de supprimer les fichiers sources avant de confirmer le succès de l'opération bancaire. Dans sa panique, elle avait effacé la seule copie des heures de travail de 12 000 hommes. J'ai éteint mon téléphone, je suis allé dans mon garage et j'ai passé le reste de l'après-midi à m'occuper de ma moto. Parfois, la meilleure façon de donner une leçon est de laisser le feu s'éteindre tout seul. Mardi matin, j'étais assis sur ma terrasse, buvant du café. L'information principale aux infos régionales était la grève en cours chez nous. Il montrait des images aériennes de chantiers silencieux, suivi d'un clip de Bastien Morel l'air plus transpirant qu'un homme en costume ne devrait l'être. Il bafouillait devant un journaliste à propos de problèmes techniques imprévus lors d'une optimisation de base de données de routine. Mon téléphone a sonné. C'était Bastien Morel. J'ai pris une gorgée de café, laissé sonner 5 fois, et j'ai fini par répondre. « Bonjour, Bastien », ai-je dit. « Je vous ai vu aux infos. » C'était une belle pirouette cette histoire d'optimisation. Marc, la voix de Bastien semblait sortir d'un broyeur à verre. Nous devons parler. Je vous écoute, Bastien. Nous sommes dans une situation critique. L'inspection du travail lance des enquêtes formelles. Le syndicat prépare une action en justice collective. La banque a gelé nos comptes opérationnels principaux parce que le système de détection de fraude pense que nous faisons du blanchiment d'argent. Nous perdons 1,2 million d'euros par jour avec tous les chantiers à l'arrêt. On dirait que le tableur de Chloé fait des merveilles, ai-je dit. Marc, s'il vous plaît, a-t-il dit, l'arrogance ayant complètement quitté sa voix. J'ai besoin que vous reveniez. Fixez vos conditions. Nous vous embaucherons comme consultant. Je m'attendais à cet appel. J'avais passé le week-end à préparer ma réponse. Voici mes conditions, Bastien, ai-je dit. Premièrement, je veux une prime de signature de 15 000 euros, payée d'avance en espèces, avant même que je me connecte au système. Deuxièmement, mon nouveau contrat sera le double de mon précédent salaire. D'accord, a dit Bastien instantanément. Troisièmement, je rapporte directement au directeur général et au conseil d'administration. J'en ai fini de rendre des comptes aux opérations. Vous n'aurez aucune autorité sur mon architecture de données. Très bien, peu importe, a marmonné Bastien. Et quatrièmement, je veux une déclaration signée et publique affichée sur la page d'accueil du site web de l'entreprise. Elle doit stipuler que la récente crise de la paix a été entièrement causée par la mise en œuvre prématurée d'un système de tableur inadéquat, et que l'architecte de base de données senior avait été licencié à tort pour s'y être opposé. Il y a eu un long silence. Je pouvais l'entendre grincer des dents. Marc, c'est humiliant, a dit Bastien. Cela va ruiner ma réputation auprès du conseil d'administration. C'est le but, Bastien, ai-je répondu. Et au cas où vous penseriez à dire non, sachez que j'ai déjà rédigé une lettre formelle pour le conseil d'administration et votre père, le président. Elle détaille votre manquement direct à vos obligations fiduciaires. Elle explique comment vous avez outrepassé les protocoles de sécurité et confié le contrôle de notre base de données financières à une parente non qualifiée, entraînant des violations du droit du travail et des millions de pertes opérationnelles. Si vous ne signez pas mon contrat et ne publiez pas cette déclaration avant midi aujourd'hui, cette lettre part au conseil. Votre père vous aime peut-être, Bastien, mais les actionnaires aiment encore plus leur argent.
Un autre long silence. D'accord, a chuchoté Bastien. Le contrat et la déclaration sur le site seront prêts à votre arrivée. Réparez juste cette base de données. Je me suis rendu au bureau mercredi matin. Le parking était encore bondé d'ouvriers syndiqués, mais dès qu'ils ont vu ma voiture, ils ont commencé à applaudir. Hervé Collin s'est approché. Marc, dis-moi que tu es là pour faire payer mes hommes, a dit Hervé. J'y travaille, Hervé, ai-je répondu en attrapant ma sacoche. Vos gars verront leur virement demain matin. Et pour nos heures perdues pendant la grève? A-t-il demandé en croisant les bras. Payer au double pour chaque heure perdue, ai-je dit. Je l'ai déjà fait inscrire dans l'accord de règlement que Bastien a signé. Hervé a souri et m'a tapé dans le dos. Bon gars, Marc. Au boulot. Je suis entré dans le bâtiment la tête haute. La salle des serveurs me semblait familière. Je me suis assis à mon ancien terminal et j'ai commencé à évaluer les dégâts que Chloé avait laissés derrière elle. C'était un véritable cimetière. Elle avait réussi à verrouiller les tables principales en forçant une importation circulaire. Elle avait corrompu les fichiers d'index, et la base de données enregistrait 847 000 employés tous nommés erreurs. Les journaux de transactions brutes de toute la semaine avaient disparu. Mais ce que Chloé ne savait pas, parce qu'elle n'avait jamais demandé, c'est qu'il y a 5 ans, j'avais mis en place un système de sauvegarde secondaire hors site. Il tournait sur un serveur physique isolé dans notre entrepôt de Lyon, complètement séparé du réseau de l'entreprise. Il sauvegardait les pointages bruts toutes les heures. J'ai établi une connexion sécurisée avec le serveur de Lyon et j'ai commencé à restaurer les données. Cela m'a pris 18 heures de travail continu. J'ai réécrit les requêtes SQL, vidé les tables verrouillées et reconstruit la structure de la base de données. À 5 heures du matin jeudi, j'avais un fichier de paie propre et audité. J'ai lancé la transmission à la banque. La vérification a pris moins de 2 minutes. Le fichier a été validé sans aucun avertissement. 12 000 ouvriers se réveilleraient avec leur salaire correct, plus leur indemnité de grève, sur leur compte bancaire. Vendredi matin, je suis entré dans le bureau de Bastien. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule semaine. Son costume de créateur était froissé, sa cravate était desserrée et il avait des cernes sous les yeux. Sur son bureau en verre, l'iPad était posé face contre table, ignoré. C'est fait, ai-je dit, en posant ma tasse de café sur son bureau. Tout le monde a été payé correctement. La banque a dégelé nos comptes. Merci, a dit Bastien à voix basse, sans me regarder. Il semblait complètement vaincu, dépouillé de toute l'arrogance qu'il affichait quelques jours plus tôt. Où est Chloé? Ai-je demandé. Réaffectée aux études de marché, a dit Bastien en se frottant les tempes. Il s'avère que les liens familiaux ont des limites quand vous coûtez 4,8 millions d'euros à l'entreprise, déclencher une enquête de l'inspection du travail et risquer de nous faire exclure des marchés publics. Mon père était furieux. J'ai haché la tête. C'était un résultat prévisible. Dans le monde des affaires, le népotisme fonctionne très bien jusqu'à ce qu'il coûte leur profit aux gens d'en haut. Une fois que le portefeuille est menacé, les liens du sang passent rapidement au second plan derrière la gestion des dégâts. Et mon nouveau bureau? Ai-je demandé. Bastien a désigné le bureau d'angle au bout du couloir. Il a des bails vitrés donnant sur le parc logistique. Il est à vous, Marc. J'ai demandé à l'équipe administrative d'y installer une nouvelle machine à café haut de gamme. Et Sandrine a déjà traité votre prime de signature. Les fonds devraient être sur votre compte. J'ai vérifié mon téléphone. Le virement de 15 000 € était déjà arrivé. J'ai pris ma tasse, j'ai remonté le couloir et j'ai ouvert la porte de mon nouveau bureau. C'était spacieux, propre et calme. Je me suis assis dans le grand fauteuil en cuir et j'ai regardé par la fenêtre. En bas, dans le parc, les engins bougeaient à nouveau. Les camions-bennes partaient, les moteurs diesel rugissaient et les grues tournaient. Le cœur financier de l'entreprise battait à nouveau. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Denis Gauthier. J'ai entendu dire que Chloé est au marketing maintenant. Tu penses qu'elle peut calculer des audiences publicitaires sur Excel? J'ai ri et j'ai posé mon téléphone. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti la bouteille de cognac que j'avais laissée derrière moi. J'en ai versé un peu dans ma tasse de café et je l'ai levée vers la fenêtre, en regardant les équipes travailler sous le soleil. Parfois, les vieilles méthodes sont les meilleures.
Les anciens systèmes ne sont peut-être pas jolis dans une présentation PowerPoint, mais ils sont construits sur des années d'essais, d'erreurs et d'adaptation au monde réel. L'expérience l'emportera toujours sur l'innovation théorique. Et quand des cadres essaient de remplacer un système qui fonctionne par un joli tableau Excel, ils apprennent à leurs dépens que certains métiers exigent bien plus qu'un diplôme d'école de commerce et un iPad. Cette histoire illustre parfaitement le fossé qui existe parfois entre la direction et la réalité du terrain. Dans le monde de l'entreprise moderne, on cherche souvent à tout simplifier ou à tout numériser sans comprendre la complexité des processus sous-jacents. Le népotisme, comme on le voit avec Chloé et Bastien, est un danger réel qui peut mener une société florissante à la faillite en quelques jours seulement. L'expertise de Marc ne réside pas seulement dans sa maîtrise du code SQL, mais dans sa connaissance profonde des imprévus humains, des bugs administratifs et des spécificités sociales de son secteur d'activité. C'est une leçon de modestie pour tous les managers qui pensent que les outils technologiques peuvent remplacer l'expérience accumulée pendant des décennies. La valeur d'un employé ne se mesure pas à la modernité de son interface logicielle, mais à sa capacité à anticiper les crises et à garantir la stabilité de l'ensemble de la structure. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été témoin d'une situation où un nouveau manager a voulu tout changer sans rien comprendre au fonctionnement réel du service? Pensez-vous que l'expérience de terrain soit aujourd'hui sous-estimée face aux diplômes prestigieux? Partagez vos anecdotes en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits inspirants.